Nous allons voir dans ce cinquième et dernier chapitre du cours Normes et protocoles, les protocoles qui sont associés au réseau Internet. Donc on a vu dans les vidéos précédentes et dans les chapitres précédents tout ce qui est normes. Donc on a vu des exemples de normes, par exemple associées au réseau de diffusion numérique et analogique. Nous avons vu aussi un exemple de norme associée au réseau informatique, donc le modèle OSI. Nous avons vu aussi des normes qui sont associées au réseau sans fil. Nous allons voir aujourd'hui les protocoles et nous allons voir bien précisément les protocoles qui sont associés au réseau Internet. On va d'abord présenter le réseau Internet. Donc, ce qui fera l'objet de cette vidéo, c'est la présentation du réseau Internet. Donc, Internet, déjà, c'est une concaténation de deux mots. C'est interconnection plus network, donc ce qui forme le mot Internet. Donc si on traduit ces deux mots, ça donne interconnexion de réseau. Donc Internet, c'est un réseau informatique mondial qui est l'ensemble des interconnexions de tous les réseaux qui existent sur Terre. C'est aussi le réseau le plus grand dans le monde, puisqu'il couvre la planète entière. Et c'est un réseau qui interconnecte des réseaux qui sont différents. Ça peut être des réseaux militaires, des réseaux d'universités, des réseaux gouvernementaux, d'entreprises, des réseaux de fournisseurs d'accès, etc. Donc en interconnectant tous ces réseaux, on obtient un réseau géant qui couvre la planète entière, qui est Internet. Donc Internet, c'est l'interconnexion de tous ces réseaux au niveau mondial. On peut aussi le définir comme étant un ensemble d'équipements qui sont reliés entre eux. Donc si on utilise la définition de réseau, qui est un ensemble d'équipements qui sont reliés entre eux, donc pour Internet, ça sera un ensemble d'ordinateurs qui sont reliés entre eux par des lignes de transmission de tout type, puisqu'on a dit que l'interconnexion concerne tout type de réseau, donc les lignes de transmission, elles peuvent être aussi de tout type. Donc sur Internet, tout ce qui est câble en fibre optique par exemple, ça représente 90 à 95% du trafic. Les liaisons satellitaires, elles représentent de 5 à 10%. Il y a aussi les lignes de transmission de type ligne téléphonique. Il y a aussi tout ce qui est communication infrarouge, etc. Donc ça, c'est pas un très grand pourcentage, mais ce qui représente le plus gros pourcentage, c'est tout ce qui est fibre optique. Alors, le réseau, et c'est pas aussi la concaténation des deux mots International Network. Donc, ça veut pas dire réseau international. Donc, Internet, c'est interconnexion de réseau. Et Internet aussi, c'est pas, comme certains le pensent, une technologie ou bien un logiciel ou bien un service, etc. Mais Internet, c'est un réseau qui existe. Donc, c'est un réseau aussi bien physique que logique. Physique, c'est tout ce qui est câblage et tout ce qui crée toute cette interconnexion. Et logique, c'est la manière dont la communication se passe au niveau d'Internet, donc via le modèle TCP/IP qu'on verra par la suite. Alors, parmi les caractéristiques du réseau Internet, c'est que c'est un réseau informatique déjà, c'est un réseau aussi public. C'est un réseau qui fonctionne de manière décentralisée. Décentralisé veut dire qu'il ne dépend pas d'une administration ou d'un ordinateur central. C'est donc un fonctionnement qui est, si on veut, qui n'obéit pas à un certain équipement central qui permet de gérer la communication. Donc le fonctionnement est décentralisé. Il est d'une architecture client-serveur, on la verra par la suite. Et il a une topologie physique hybride. Hybride parce que ça interconnecte des réseaux différents, de nature différente, de topologie différente. Donc en reliant tous ces réseaux, on obtient une topologie physique hybride. Il est par contre de topologie logique maillée, veut dire que si on veut communiquer au niveau d'un point du globe avec un autre point, donc c'est faisable. Donc il y a toujours un moyen pour pouvoir arriver à destination. C'est pour ça qu'on dit que la topologie logique est maillée, parce que déjà la topologie logique, elle décrit la manière dont les messages circulent au niveau du réseau, et puisqu'on peut parvenir à communiquer avec n'importe quelle entité qui est connectée au réseau Internet, donc la topologie logique concernant le réseau Internet est maillée.
Et aussi, la communication se fait via le modèle TCP/IP, comme je l'ai dit. Donc, on ne peut pas, si on veut utiliser pour chaque réseau qui est interconnecté au réseau Internet une technologie quelconque ou bien différente d'une autre. On a vu dans ce cours normes et protocoles qu'il est indispensable d'unifier la manière dont se passe la communication au niveau d'un réseau pour qu'on puisse tous se comprendre et pour qu'il y ait une certaine interopérabilité entre les différents équipements qui sont de différents constructeurs. C'est pour ça qu'Internet obéit au modèle TCP/IP, c'est-à-dire que tous les équipements qui sont connectés au réseau Internet doivent suivre le modèle TCP/IP. On verra ce modèle dans la vidéo suivante. Alors, on va d'abord énoncer un peu de l'historique. On va voir un peu d'où vient ce réseau Internet. Donc, il ne remonte pas très loin puisque tout commence dans les années 60 aux États-Unis. Donc, c'est très récent. Donc, ça a commencé déjà en 1957 via la création de l'ARPA. Donc, ARPA, c'est une agence pour les projets de recherche avancés. Elle a été créée en pleine guerre froide par le ministère de la Défense américain dans le but de développer la recherche scientifique à des fins militaires. L'objectif était de permettre aux communications de résister à un conflit nucléaire en remplaçant un système centralisé par de nombreuses machines reliées entre elles. Et en cas de destruction partielle, les machines restantes doivent être capables de se reconnecter entre elles en utilisant les lignes en état de marche. Donc, première étape, c'était d'essayer de créer, si on veut, un moyen de communication en pleine guerre froide. Puis en 1969, c'était la naissance d'ARPANET, donc on a créé ARPANET. ARPANET, c'est un réseau militaire, donc c'est le point de départ de la création du réseau Internet. Donc Internet, il dérive de ce réseau-là. C'est un réseau militaire qui a été créé en 1969. Donc après plusieurs années d'études et de recherche, c'était un réseau de 4 mini-ordinateurs uniquement qui étaient mis en service à l'université de Los Angeles en Californie. Dans les années qui ont suivi, de plus en plus d'universités et d'instituts de recherche se sont joints à eux. Donc on a essayé de créer un réseau de communication militaire afin de faire en sorte qu'on puisse communiquer au niveau des États-Unis pour pouvoir avoir certaines informations de manière plus rapide. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer un nouveau moyen et un nouveau mécanisme de communication. Donc c'était, si on veut, l'origine des réseaux informatiques et donc du réseau Internet. Puis en 1972, lors de la première conférence internationale sur les communications informatiques à Washington, donc il est apparu une nécessité de mettre en place des protocoles de communication communs. Donc là on a vu que même si on met en place un réseau, il fallait mettre au point ce qu'on appelle des protocoles qui permettent d'unifier la communication. Et c'est entre 1972 et 1974 que sont réalisées les premières spécifications des protocoles IP comme Telnet, FTP et TCP. Donc on a commencé à créer tout ce qui est protocole et à si on veut réaliser les premières spécifications de ces protocoles qui vont servir par la suite au niveau du fonctionnement de la communication au niveau du réseau Internet. Voilà. Depuis 1992, on a eu une croissance du réseau. Bien évidemment, le réseau ARPANET a été abandonné en raison de la fin de la guerre froide et on a voulu réutiliser ce réseau dans le but de communiquer. Donc l'objectif principal derrière Internet, c'était la communication. Et donc il y a eu la naissance d'Internet après la fin de la guerre. Et donc les militaires ont abandonné, se sont retirés du réseau ARPANET et donc on a maintenant le réseau Internet qui est un réseau informatique de communication. Et la croissance ne cesse d'évoluer. Donc par exemple en 1996, on a environ 13 millions d'ordinateurs qui sont reliés à Internet. En 1998, on a plus de 30 millions. En 2020, par exemple, sur 7,75 milliards d'individus dans le monde, on a plus de 4 milliards d'internautes, environ 59%. Et cette croissance ne cesse d'évoluer au fil des années. Donc, ça dépend de divers paramètres comme
la démocratisation de ce réseau, la démocratisation des équipements terminaux, l'Internet des objets, etc. Donc il y a aussi l'ère numérique, si on veut, où tout est basé sur l'utilisation de réseaux informatiques et dont Internet. Alors, on a dans cette carte les différents nombres d'internautes à travers les différents pays. Donc on voit réellement que les internautes sont présents au niveau en Europe, en Amérique, donc dans le monde développé. Par exemple, dans certains pays, on n'a pas de données. Sahara occidental, Corée du Nord, etc. Donc il y a certains pays qui ne sont pas reliés à Internet pour des soucis politiques, économiques, etc. Mais sinon, c'est les pays qui sont développés qui ont plus qui ont plus tendance à avoir plus d'internautes à l'échelle nationale. Alors, le réseau Internet offre à ses utilisateurs de nombreux services. On a par exemple la messagerie instantanée, tout ce qui est chat, etc. L'accès aux pages web, donc on peut naviguer sur Internet, accéder aux différents sites web, etc. Transfert de fichiers, on peut télécharger des fichiers, uploader des fichiers, etc. Accès à distance à d'autres machines, donc via Telnet par exemple, SSH, etc. Donc on peut avoir accès à des machines à distance, configurer un équipement à distance. On a aussi le service de messagerie électronique, donc tout ce qui est mail, etc. Donc ce sont si on veut, les principaux services qui sont offerts par le réseau Internet, etc. On passe maintenant à l'architecture du réseau Internet. Donc je l'ai déjà évoqué, elle est de type client-serveur. Type client-serveur veut dire que on a aux deux extrémités de la communication, si on veut, au niveau d'Internet, un client et un serveur. Donc voici le client par exemple. On a un serveur distant qui propose et qui offre un service. Donc le client, pour pouvoir demander un service auprès du serveur, utilise un logiciel spécifique qui est dénommé navigateur web. Donc c'est ce qu'on utilise par exemple pour pouvoir accéder à Internet. Donc il y a Google Chrome par exemple, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc. Safari d'Apple, etc. Donc il y a différents navigateurs qui sont, si on veut, spécifiques aux équipements terminaux, donc pour smartphone, pour PC, pour différents systèmes d'exploitation, etc. Donc via ce navigateur web, le client l'utilise pour pouvoir chercher une information numérique auprès du serveur. Et le serveur, qui stocke des données numériques sur des disques durs, que ce soit sur des disques au niveau du cloud ou bien au niveau du serveur lui-même. Donc il cherche parmi les informations qu'il a et les données qu'il a stockées et envoie l'information à la demande au client. Donc on l'envoie à la demande, c'est-à-dire que à chaque fois que le client demande une information, on lui fournit le service. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'information elle est envoyée à la demande, et c'est pour ça qu'on a cette architecture client-serveur, c'est-à-dire que on a des serveurs qui sont présents au niveau d'Internet, et les clients, s'ils veulent accéder à ces serveurs et s'ils veulent bénéficier de leur service, ils n'ont qu'à demander ce service au serveur, et le serveur les fournira à la demande. Donc voilà à peu près comment se passe la communication au niveau d'Internet. C'est pour ça qu'on dit que le réseau Internet, il est d'une architecture client-serveur. Donc le réseau Internet aussi présente énormément d'avantages. On a par exemple l'accès à l'information d'une manière continue et à partir de n'importe quel endroit du monde. Communication sous toutes ses formes à partir d'un même équipement. Donc on peut faire par exemple une communication d'une personne à une autre, d'une personne à un groupe, d'un groupe à un autre, d'un groupe à une personne, etc. Et à partir aussi du même équipement. Sur Internet, on peut échanger des données de tout type, documents, photos, sons, vidéos, logiciels, etc. Il y a aussi le stockage fiable de fichiers importants sur des serveurs distants ou bien protégés, donc comme par exemple Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc. Donc il y a cette possibilité de stocker les fichiers à distance et de manière fiable et sûre. Il y a aussi l'accès à des services de plus en plus innovants vu l'augmentation incessante du débit. Donc on a tout ce qui est télévision HD, vidéoconférence, commerce en ligne, administration électronique, bibliothèque numérique, etc. Donc en vue de l'augmentation du débit, on a de plus en plus de services qui sont très innovants
et qui nous servent dans la vie quotidienne. Il y a aussi l'avantage du réseau Internet, c'est qu'on peut s'exprimer de manière libre, qu'elle soit politique, sociale, artistique, etc. Donc il n'y a pas ce contrôle, il n'y a pas une certaine dictature. Et on a aussi un accès aux différents services depuis des terminaux différents. C'est-à-dire que pour se connecter sur Internet, on peut utiliser un téléviseur, un téléphone, une voiture, un PC, etc. Donc on peut accéder à Internet depuis des équipements différents. L'important, c'est d'utiliser le modèle TCP/IP pour pouvoir communiquer. Néanmoins, le réseau Internet présente des inconvénients. Donc, comme toute technologie, Internet est une arme à double tranchant. On peut l'utiliser à bon escient, mais on peut aussi la détourner et l'utiliser à mauvais escient. Donc, les principaux inconvénients du réseau Internet sont reliés aux côtés et aspects sécuritaires. Donc, on a une facilitation de la violation de la propriété intellectuelle, donc tout ce qui est film, ouvrage, musique, etc., puisqu'il n'y a pas, si on veut, un certain contrôle. Il y a aussi un autre inconvénient qui est que les données qui circulent sur Internet ne sont pas toutes éthiques et favorables. Donc il y a des sites malsains par exemple, il y a des sites extrémistes, il y a des malwares aussi, tout ce qui est virus, vers, cheval de Troie, etc. Il y a aussi les pirates informatiques, des réseaux criminels, etc. Donc les données qui circulent sur Internet ne sont pas forcément éthiques et favorables. Donc il n'y a pas, si on veut, un certain contrôle quant à la donnée qui circule sur Internet. Et aussi, on a le troisième inconvénient qui concerne les informations personnelles. Donc les informations personnelles peuvent être divulguées par soi-même ou par un tiers, ce qui peut nuire à la personne concernée. Donc tout ce qui est, vous remarquez que tous les inconvénients sont reliés à la sécurité. Pourquoi? Parce que Internet au tout début était un réseau qui était destiné à la communication et son principal objectif était de permettre aux équipements de communiquer entre eux et de mettre en place cette communication à l'échelle internationale. Donc il y a, si on veut, une absence flagrante d'une couche de sécurité, parce que l'objectif derrière l'apparition d'Internet, c'était uniquement la communication, et donc on n'a pas pris au tout début en compte cet aspect sécuritaire. Néanmoins, on est en train, si on veut, d'ajouter des protocoles de sécurité, des mécanismes de sécurité, une certaine, si on veut, sensibilisation des utilisateurs du réseau Internet quant aux dangers qu'ils peuvent rencontrer au niveau de ce réseau, comme ce qu'on vient de citer. Donc, ce domaine ne cesse d'évoluer au niveau recherche. On essaie toujours de contrecarrer ces inconvénients pour pouvoir faire en sorte qu'Internet soit un réseau sûr et fiable.